Whoever in our government leaked that information is guilty of treason. And I think anything less than execution is too kind a penalty. Je vais vous poser quelques questions qui seront, je l'espère, nouvelles pour vous. Mais ma première question n'est pas très originale. Pourquoi avez-vous décidé de créer Wikileaks? Non, ne regardez pas vos notes. Ok, sans mes notes alors. Laissez tomber vos notes. Soyez sympa avec moi. On a envie de vous voir humain. Vous voulez des réponses longues? C'est comme vous voulez. Vous avez combien de questions? J'en ai des tonnes. Soyez vous-même, c'est ce qui compte. Nous possédons tous certaines qualités et certains talents. Et nous ne vivons qu'une fois. Nous avons tous notre personnalité et notre culture propre. Ma personnalité, mes compétences, mes acquis et ma culture d'origine, je suis australien, m'ont conduit à penser que je pourrais changer le monde selon mes convictions. Né en 1971 en Australie, Julian Assange fréquente 37 écoles pendant son enfance. Il entame des études de physique à l'université de Melbourne avant de les interrompre. Sous le pseudonyme de Mendax, qui signifie « susceptible de mentir », il s'impose comme le plus doué des hackers australiens. En 1996, il est poursuivi pour avoir piraté le système du géant australien de la téléphonie Nortel. Il est l'un des premiers hackers à avoir été condamné. En 2006, il crée Wikileaks, un site web qui a pour objectif de révéler des informations confidentielles. À mesure que les secrets filtrent, Assange recrute un second en Allemagne, Daniel Domscheidberg, un programmateur en informatique qui vit à Berlin. Comment êtes-vous entré dans le projet? Je n'ai fait que participer à un chat. C'était suffisant à l'époque. C'est un type qui peut être très sympa. Il est très intelligent et il a le sens de l'humour. Voilà pourquoi j'ai commencé à travailler avec lui. Je pensais que cela pouvait être une bonne chose. Il s'agissait d'informer les citoyens, les consommateurs, de ce qui se passe dans le monde. Il ne s'agit pas de politique. Il s'agit juste de donner aux gens la possibilité de devenir meilleurs. La première fois que j'ai entendu parler de Wikileaks, c'était il y a 2 ans, à l'occasion de leur conflit avec une banque suisse, la banque Bayer. La banque avait obtenu une injonction interdisant à Wikileaks de publier leurs comptes. Ça n'a pas fonctionné et Wikileaks m'a plutôt impressionné parce qu'ils ont eu raison de cette banque suisse. Je me suis dit que des types capables de battre une banque suisse et ses avocats étaient très malins. Le résultat a été le même que celui de la chirurgie esthétique de Barbara Streisand. Si vous faites disparaître quelque chose d'Internet, ça attire l'attention. J'assistais à une rencontre de journalistes en Norvège où je devais prendre la parole. L'un des intervenants était Julian Assange. C'est là que j'ai compris que Julian Assange incarnait Wikileaks, qu'il était Wikileaks. On a tout de suite sympathisé. J'ai dîné avec lui, c'était un type fascinant. Il a beaucoup de charisme. Nous avons beaucoup trinqué et mangé des steaks de renne. À la fin du repas, Julian était très excité. Il ne tenait plus en place et il m'a dit « Vous voulez que je vous montre un truc? Suivez-moi. » Nous sommes montés dans ma chambre où il a sorti un portable de son sac à dos. Et il m'a dit « Regardez ça. » Et cette vidéo s'est mise à défiler. Yeah, Roger. I just estimate there's about 20 of them. Yeah. Oh, yeah.
Julian m'a expliqué qu'il s'agissait d'images filmées par la caméra d'une mitrailleuse, qui témoignaient d'un incident scandaleux, au cours duquel 2 employés de l'agence de presse Reuters, 2 civils innocents, avaient été tués dans les rues de Bagdad. Il avait découvert qu'on avait étouffé un incident vraiment scandaleux. Light them all up. Come on, fire! Hey, Roger. Keep shooting. Keep shooting. Bushmaster 2-6. We need to move time now. Je n'avais jamais rien vu d'équivalent. J'étais abasourdi. Dans la deuxième partie de la vidéo, on voit l'homme blessé se traîner sur le sol. Une camionnette s'approche, des passants tentent de le monter dans le véhicule. À ce moment-là, l'hélicoptère ouvre le feu sur la camionnette. Clear. Clear. Le chauffeur était un père qui conduisait ses enfants à l'école. Les gosses ont été tués. C'était vraiment horrible. Il disait avoir obtenu ce document d'une source militaire sans préciser laquelle. Il était très remonté. Pour protéger mes sources, je ne peux pas dire quand ni où j'ai vu ce document pour la première fois. Toutes les institutions se livrent à des activités illégales. Quand on veut trouver des informations qui peuvent amener un État à être plus juste, il faut chercher les informations que l'institution ne veut pas diffuser. J'ai toujours dit que la censure, si elle est condamnable, est aussi un motif d'optimisme. La censure trahit la peur des réformes via la connaissance. Julian Assange présente la vidéo de l'hélicoptère aux médias du monde entier. Elle a été montée de manière à obtenir un impact maximum. Il l'intitule « Meurtre collatéral ». C'est l'exemple parfait de ce qu'il faut révéler. Nous devons être informés de ce type d'incident pour pouvoir nous faire une opinion sur ce genre de conflit. Il ne s'agit pas seulement de savoir si nous approuvons cette guerre ou pas. Il s'agit de comprendre ce que deviennent les hommes qui ont été engagés trop longtemps dans une guerre. Il fallait faire connaître ce genre d'incident. Julian a rendu un grand service au journalisme. Cette révélation a provoqué un tollé dans l'armée américaine. Les militaires ont voulu savoir d'où venait la fuite. Ils n'en avaient pas la moindre idée. C'était venu de nulle part. La base Hammer en Irak, le cantonnement du soldat Bradley Manning. Manning est un analyste du renseignement. Il s'est engagé après avoir été rejeté par sa famille en raison de son homosexualité. À la base Hammer, il est chargé d'évaluer les informations collectées par CypherNet, la vaste base de données secrètes de l'armée américaine. On suppose que Manning, révolté par les traitements inhumains imposés aux prisonniers irakiens, décide de livrer un demi-million de dépêches militaires et diplomatiques confidentielles de CypherNet à Wikileaks. Il n'aurait jamais été suspecté s'il n'avait pas chatté en ligne sous le pseudonyme de Brada SS87 avec Adrian Lamo, l'un des rares rivaux de Julian Assange pour le titre du plus célèbre hacker du monde. Lamo est devenu une légende en 2004 après avoir percé un réseau de bases de données sécurisées, un exploit qui lui valut d'être inculpé.
Nous avons tous nos propres tourments. Quels sont les vôtres? Raconter cette histoire encore et encore. Pourquoi est-ce un tourment? Parce que je revis l'un des choix les plus difficiles de ma vie. La première fois que j'ai eu un contact avec Bradley Manning, c'était en mai 2010. Très vite, il est devenu évident qu'il s'intéressait aux informations secrètes. J'ai commencé à m'inquiéter quand il m'a révélé qu'il avait transmis à Wikileaks 250 000 dépêches du département d'État. J'étais en contact avec un certain nombre de soldats sur le front qui s'ennuyaient dans leur boulot et qui voulaient bavarder. Mais aucun d'entre eux ne m'a jamais communiqué des informations pouvant mettre en péril des vies humaines. J'ai pris contact avec des spécialistes du contre-espionnage en Californie. Ils étaient très inquiets de ce que Manning diffusait. Que vous conseillait-il de faire? Attendre. C'est tout? Attendre. Et Bradley Manning? Il a continué à chatter avec moi pendant 2 jours. Et un jour, il avait disparu. C'est vrai pour toute organisation qui travaille dans ce domaine. Le pire qui puisse vous arriver, c'est qu'une de vos sources se fasse arrêter. L'arrestation de Manning provoque un débat animé entre Julian Assange et Daniel Domscheit-Berg. Wikileaks détient un volume important de documents secrets qui ont été livrés anonymement. Manning en est-il vraiment la source? Si oui, quelle est la responsabilité de Wikileaks? Assange veut continuer à les publier, Domscheit-Berg s'y oppose. À mon avis, il aurait fallu arrêter la publication et voir comment nous pouvions aider ce type. Il ne fallait plus publier des documents qui pouvaient lui être attribués. Pourquoi? Pour ne pas aggraver sa situation. Il est facile d'aider les gens qui veulent la justice. C'est très facile. Mais ils s'inscrivent dans un cadre plus vaste. Ils sont les précurseurs d'un mouvement qui les dépasse. Et ce mouvement doit continuer. C'était un moment clé dans l'histoire de Wikileaks. C'était également un choix décisif quant à notre responsabilité. Nous aurions dû cesser de ne penser qu'à nous-mêmes. J'ai une approche systémique. J'aime résoudre de grands problèmes. On résout de grands problèmes en examinant ce que d'autres ont fait dans un cas donné. On applique cette méthode à d'autres situations, à 1 million de situations, et on en déduit un système. En quelque sorte, je procède comme un ingénieur.
L'arrestation de Bradley Manning divise Wikileaks sur la conduite à tenir. Elle révèle également à la presse mondiale l'existence d'un vaste fonds de documents secrets. En juin 2010, j'ai écrit un petit papier dans le Guardian disant que le Pentagone enquêtait sur une grosse affaire de fuite. Ils avaient arrêté un soldat accusé d'avoir transmis une masse de documents secrets à une organisation appelée Wikileaks, dont peu de gens connaissaient l'existence. Je me suis dit qu'il serait intéressant de prendre contact avec le type qui dirigeait Wikileaks et de découvrir quels étaient ses secrets. Nick Davis est venu me voir et m'a dit « C'est le plus grand scoop de la planète ». Je réponds « Oui, peut-être ». Il me dit « Non, sérieusement, c'est énorme. Il faut rencontrer Julian Assange et s'entendre avec lui. » Je lui ai dit « Oui, pourquoi pas ?» Nous savions qu'il se cachait, alors j'ai ajouté « Si tu y arrives, bonne chance ». Il m'a fallu un certain temps pour trouver Julian Assange parce qu'il craignait pour sa vie en raison des secrets qu'il détenait. J'ai fini par le localiser à Bruxelles. Nick est un grand journaliste. Il ne renonce jamais. Il n'a pas été découragé par ma réponse plutôt tiède. Nous avons discuté pendant 6 heures. Assange a commencé par me dire qu'il était en possession d'une masse de documents secrets, des trucs incroyables. Il envisageait de les mettre en ligne sur Wikileaks, mais il a rapidement admis qu'il serait plus efficace de les diffuser à travers un groupe de journaux de référence. Nous avons convenu qu'il faudrait mobiliser le Guardian et le New York Times. Ensuite, la discussion s'est concentrée sur les aspects concrets d'une telle publication. Quels secrets il fallait publier en premier, comment faire parvenir ces informations en Angleterre sans qu'elles soient interceptées, etc. Nous avons échafaudé un plan extraordinaire. 6 heures de discussion. Oui. Quelle a été votre première impression sur Julian Assange? Il m'a plu. C'est un type intelligent, drôle, il a le sens de l'humour et son projet était enthousiasmant. Ces dépêches secrètes avaient une grande importance parce qu'elles révélaient la face cachée des guerres en Afghanistan et en Irak et de l'histoire diplomatique des États-Unis. Ce sont des sujets de première importance. J'avais en face de moi un garçon très intelligent, plutôt sympathique, courageux et bosseur. Nick est revenu en disant « On a trouvé un accord ». Nous nous sommes alors retrouvés dans le bureau d'Alan, le rédacteur en chef du Guardian, et Nick a dit « Il faut tout de suite appeler Bill Keller, le rédacteur en chef du New York Times, et le persuader de se joindre à nous ». Nous avons tous ouvert de grands yeux. Quoi ? C'était très excitant et un peu terrifiant. Ce projet allait sérieusement contrarier beaucoup de gens. Alan Rusbridger du Guardian m'a appelé en me demandant sur un ton de conspirateur si j'avais une ligne sécurisée. J'ai répondu non, pas vraiment. Nous ne sommes pas la CIA. Puis il m'a expliqué à mots couverts qu'il avait accès à une masse d'informations secrètes et il m'a demandé si ça m'intéressait. Bien sûr, ça m'intéressait. Je venais de passer 2 semaines au Pakistan, où je couvrais l'insurrection, quand Dean Baquet m'a appelé et m'a dit « Nous avons une mission pour vous à Londres. Vous allez rencontrer des gens au Guardian. » Le lendemain, j'ai sauté dans l'avion pour Londres. Nous devions avoir un partenaire américain pour protéger au maximum là où les sources, qui étaient probablement américaines. Nous avions déjà pris contact avec le Spiegel. Nous ignorions que Wikileaks détenait déjà une telle masse de documents. Nous ne pouvions pas imaginer l'ampleur de ce qui allait se passer. Le siège du Guardian est un immeuble moderne magnifique, avec des salles de prière, de détente. Nous y avons retrouvé Eric Schmidt et David Lee. Nous avons réquisitionné une salle au 4e étage du Guardian. On a collé un avis sur la porte qui disait « Entrée interdite ». Et nous l'avons équipé de terminaux et d'un broyeur de documents. On ne devait en parler à personne, je ne devais pas utiliser mon mobile, on était dans un roman d'espionnage. Julian a fait son entrée
une entrée très théâtrale. Oui, voilà comment tout a commencé. Les rapports de terrain rédigés par les soldats rendent compte d'éventuels incidents. Ces rapports sont envoyés par email au centre de commandement de Kaboul, puis à Washington. C'était gigantesque. Il y avait 93 000 dépêches, 93 000 lignes de texte. Elles suivaient un ordre chronologique, mais c'était tout. Elles étaient rédigées dans un jargon militaire que nous ne comprenions pas. On découvrait que EKIA signifiait ennemi tué en opération. Comment pouvions-nous le savoir? WIA, blessé en opération. C'était comme déchiffrer des hiéroglyphes. Il fallait avancer à l'intuition. Nous avons commencé par les victimes civiles. David Lee a cherché l'expression « victime civile » et il a trouvé quelques cas. Il les a vérifiés et a découvert que ces victimes n'avaient pas été signalées. Ces incidents étaient traduits dans le jargon militaire par l'expression « escalade de la force », ce qui était un euphémisme pour désigner des civils tués. On s'est mis à chercher les occurrences de cette expression et on en a trouvé des tas. Il y avait des histoires horribles. Quand un véhicule s'approchait trop d'un convoi, les soldats devaient suivre une procédure prédéfinie pour l'éloigner. Mais à mesure que l'on avançait dans les dépêches, on découvrait la réalité. Dans plusieurs cas, une voiture s'était approchée imprudemment d'un convoi. Et le mitrailleur à l'arrière, sans doute paniqué, avait ouvert le feu et tué les passagers. Over 76 000 incidents étaient classés secrets, pas top secret. Mais on découvrait aussi des allusions à des opérations top secrètes. Certains cas de civils tués impliquaient une unité appelée Unité d'intervention 373. L'unité 373 était un groupe chargé d'assassiner des civils afghans suspectés d'être des talibans. Non pas dans un engagement militaire, mais au cours de raids nocturnes. Il y avait des centaines de noms. Ces cibles étaient très importantes. Au cours d'une opération de liquidation d'une cible, il était parfaitement admis de tuer des civils qui se trouvaient à proximité. On se dit, mon Dieu, mais c'est horrible. C'est horrible et on nous l'a caché. L'unité 373 était l'un des sales petits secrets de la guerre. Sans que la presse en soit informée, la source supposée des fuites est transférée à la base des Marines de Quantico en Virginie. Le soldat Manning est inculpé pour avoir transféré sur son ordinateur personnel des informations classées et pour avoir divulgué des informations militaires à une source non autorisée. On pensait tous à Bradley Manning. Je me souviens avoir demandé à Julian Assange « Quand avez-vous parlé à Bradley Manning pour la première fois ?» Il m'a regardé avec son petit sourire et m'a dit « Qui a dit que j'ai parlé à Bradley Manning? Je ne lui ai jamais parlé. » Le secret est un principe fondamental de Wikileaks. Il s'agit de protéger l'identité de nos sources. Nous avons toujours pensé que Bradley Manning était l'homme clé. Si effectivement Bradley Manning était la source de ces informations, Julian Assange n'a joué qu'un rôle d'intermédiaire. Il a mis en ligne des informations recueillies par un autre. Le vrai sujet, c'était Manning. Selon le point de vue, c'est le méchant ou le héros de l'histoire. En tout cas, c'est lui qui a provoqué ce raz-de-marée d'informations. Je ne sais pas quels étaient les mobiles de Lamo dans cette affaire, mais il passera à la postérité comme l'un des plus grands mouchards de l'histoire. À un certain moment, vous lui avez dit « Fais comme s'il s'agissait d'une confession ». Pourquoi avez-vous dit ça?
Je n'ai pas dit ça. Je lui ai dit qu'il pouvait aussi considérer nos échanges comme une confession à un prêtre ou comme une interview confidentielle à un journaliste. Je lui ai dit de choisir. Le problème, c'est que M. Manning n'a pas choisi. Et s'il avait choisi? Je ne serais pas ici. Pourquoi? Parce que notre conversation aurait été confidentielle. En dépit de mes inquiétudes, j'aurais été tenu de respecter la confidence. Promettre à quelqu'un le secret de la confession et ensuite le livrer aux autorités fédérales, c'est ce qu'on peut faire de plus malhonnête. On viole les règles élémentaires de la morale. Promettre à quelqu'un de ne pas le trahir sur le plan affectif, sexuel, religieux et spirituel. Lui promettre de garder le secret à tous ses niveaux et ensuite le livrer, c'est profondément malhonnête. Je considérais Bradley Manning comme un ami. J'avais le choix entre trahir un ami ou mettre en danger des vies. Il n'y avait pas un bon choix et un mauvais choix. Il y avait deux options et il fallait choisir la moins mauvaise. Les deux options étaient pourries. À l'occasion d'une conférence à Berkeley, on m'a demandé « Êtes-vous un journaliste ou un militant ?» L'information parle d'elle-même, c'est ce qui compte. Pourquoi cette question? Le journalisme consiste à livrer des informations que le public ignore, à les mettre en forme après les avoir vérifiées et à les diffuser dans différents médias. En ce sens, je suis un journaliste. Mais si je devais choisir entre la défense de la justice et le souci de l'information, je choisirais la justice. De ce point de vue-là, je suis un militant. Julian possédait un charisme certain. Il se comportait comme le grand prêtre d'un culte. Nous disions en blaguant que les gens qui l'entouraient étaient prêts à mourir pour lui. Un soir, avec Julian, nous sommes sortis pour dîner. John Gutz, le correspondant du Spiegel, nous accompagnait. Nous marchions en bavardant quand soudain Julian s'est mis à sautiller sur le trottoir. Je me suis arrêté et je l'ai regardé avec stupéfaction. Puis il est revenu vers nous pour reprendre la conversation comme si de rien n'était. Voilà le genre de type que c'était. Nous sommes allés dîner au restaurant de la gare juste à côté. Il était assez tard. Il a avalé une douzaine d'huîtres et du fromage. Je lui demande s'il a un hébergement pour la nuit et il répond que non. Alors je lui propose de dormir chez moi. Je l'emmène chez nous et je lui montre un lit. Mais il n'a pas dormi. Il a passé la nuit à bidouiller sur son portable. Et à 5 heures du matin, il s'est écroulé de sommeil. Il avait encore son blouson de cuir brun boutonné jusqu'au cou. Il s'est endormi tout habillé à 5 heures du matin. C'est vraiment un type bizarre. On avait l'impression d'avoir affaire à un extraterrestre.
Une question menace cette coalition originale entre les journalistes et les hackers, l'édition. En d'autres termes, la suppression de détails, même minimes, qui pourraient contribuer à l'identification des individus. Dès le début, nous avions décidé, pour des raisons morales et politiques, de ne rien publier qui puisse mettre en danger les soldats au front. Si l'on publiait un article qui pouvait provoquer des représailles, des blessés ou des morts au sein des troupes de la coalition, nous serions dans une situation intenable. Par conséquent, nous avons censuré les lieux et les tactiques sensibles. Mais nous avons vite été confrontés à un autre dilemme. Un certain nombre de rapports de terrain nommaient des civils afghans qui avaient informé les troupes sur le terrain. Publier leurs noms, c'était les exposer. Nous avons décidé de supprimer ces références qui pouvaient entraîner l'assassinat de civils afghans. Ce n'était pas notre mission. Julian et Wikileaks avaient une vision différente de la nôtre. Leur intention était de tout publier en vrac, in extenso. Julian disait, c'est comme ça que nous procédons à Wikileaks. On publie tous les rapports sans rien éditer. Nous avons répondu, Julian, vous ne pouvez pas faire ça. Nous ne voulons pas que vous fassiez ça. Nous sommes tous allés dîner un soir dans un restaurant très connu, le Moro. À table, nous avons dit à Julian, il faut régler la question des informateurs. Si vous publiez leur nom, ce que nous ne ferons pas, ils pourraient être victimes de représailles. Ils pourraient être tués. Julian a donné une réponse qui a choqué tout le monde et qui a jeté un froid. Il a dit, ce sont des informateurs à la solde des Américains. Ils méritent de mourir. Son attitude nous a fait comprendre qu'il y avait un fossé entre notre conception du monde et la sienne. Il n'y a pas eu de controverse. Il n'y a même pas eu l'amorce d'un débat. Mes collègues m'ont appelé pour me dire « Tu n'imagines pas ce qu'il veut faire. Il faut que tu nous aides. » Je lui ai envoyé un mot à Julian disant « C'est de la folie. Il faut que tu écoutes ce qu'ils te disent. » Nous avons eu une discussion à propos de l'Afghanistan. On risquait de mettre la vie de gens en péril. Dès le début, nous avons dit à Wikileaks que nous étions contre l'idée de tout publier sur Internet. C'est la dimension politique qui a fini par convaincre Julian. Il était évident, même quand nous travaillions sur les rapports de terrain afghans, que leur publication déclencherait une guerre des communiqués. Le Pentagone ne manquerait pas de nous accuser d'aider les terroristes. Bien sûr, ce n'était pas le cas, et je ne cessais de dire à Julian, si vous publiez tous les rapports, vous leur donnerez des munitions contre nous. Il faut dire à son crédit qu'il a fini par décider de retirer environ 17 000 documents, qui, selon lui, contenaient des noms. Le débat est clos. Le projet continue. Les nouveaux médias et la presse traditionnelle font cause commune pour changer le monde. Le choix de la date et de l'heure a été difficile. Nous devions tenir compte de notre fuseau horaire et de celui du Guardian. C'était une publication démentielle. Nous avons publié près de 17 pages de documents. C'était une collaboration aussi compliquée que le Rubik's Cube. J'ai passé un week-end très difficile. L'excitation et l'attente nous donnaient des poussées d'adrénaline. Dans un journal, on vit des moments extraordinaires quand un événement que l'on a provoqué, il ne s'agit pas d'une bombe ou d'un avion abattu, mais d'un article de presse. Que cet événement est commenté au même moment dans toutes les capitales de la planète.
Guardian from this morning, 14 pages about this topic. Du jour au lendemain, nous avons rendu Julian et Wikileaks aussi célèbres que des rockstars. Les 3 grandes agences de presse mondiales ont repris notre article. Et Wikileaks, qui au départ n'était que quelques types s'occupant d'un site web, est devenu un oracle international. Well, I'm concerned about the disclosure of sensitive information. I really am appalled by the leak, condemn the leak. You know, these documents highlight issues which we've long known about, and in fact that we've incorporated into our revised strategy. 48 heures après, le monde entier parlait des victimes civiles, de l'unité d'intervention 373 et de tout ce que nous avions découvert dans les rapports de terrain. Puis le Times de Londres a trouvé sur le site de Wikileaks des documents qui mettaient indiscutablement en danger la vie de civils afghans identifiables. Cela a redonné la main au Pentagone et à la Maison-Blanche, qui ont réagi immédiatement avec un commentaire dévastateur. Wikileaks a du sang sur les mains. L'attention s'est focalisée là-dessus. C'était extrêmement frustrant parce que nous savions dès le début que nous aurions affaire à la plus grande manipulation médiatique de tous les temps et que nous venions de leur faciliter la tâche. Autrement dit, Julian Assange leur avait mâché le travail. The world is a dangerous place. I think we're at war and these documents are classified. I can't imagine this happening during World War II, but the people who've leaked these documents could have blood on their hands. La vérité, c'est que nous n'avions pas fait le travail d'édition que nous avions promis de faire sur les documents de l'Afghanistan. On n'avait rien fait. Le projet avait changé de finalité. On publiait pour le plaisir de publier. À cet instant, on a franchi une ligne qui ne doit pas être franchie. Il s'agissait de montrer qu'on avait le pouvoir de publier ce que l'on voulait, sans en être empêché. Quel est l'intérêt d'une telle démarche, sinon de devenir une autre de ces organisations qui font impunément ce qu'elles veulent? Alors qu'à l'origine, nous voulions combattre les institutions qui agissent dans l'impunité. Vous comprenez ce que je veux dire? Il m'a semblé qu'il y avait là une certaine contradiction. Julian Assange et son équipe d'idiots indisciplinés sont persuadés qu'en diffusant ces informations dans le monde entier, ils contribuent, d'une manière ou d'une autre, à la paix dans le monde. C'est une idée totalement fausse. Ils sapent le pouvoir de l'OTAN et sa capacité à assurer la stabilité dans toutes les régions du monde touchées par des conflits. Au-delà de ça, pourquoi? Parce que les gouvernements doivent faire appel à certaines organisations. Vous connaissez l'expression « il faut des salauds pour faire le sale boulot ». Il y a des sales boulots nécessaires. Comme l'unité 373. Vous pensez que cette unité existe? L'existence de l'unité 373 ne fait aucun doute. Est-ce qu'elle porte encore ce nom? Je ne peux pas vous le dire. Elle existe et son boulot consiste à capturer ou à éliminer des cibles prioritaires, à les retirer de la liste des vivants. Plus d'anniversaires. L'unité 373 avait pour mission de mettre fin aux anniversaires de beaucoup d'individus. Et c'était une procédure jugée valide au regard de l'objectif qui leur était assigné.